Merci beaucoup. Je proposerais que on rassemble un peu tout ce qu'on a à dire parce qu'on va rester à la fois ensemble et sur des sujets qui sont proches. Le temps qu'on s'organise, je rebondis sur ce que vous avez dit, M. Bernard-Marie Dupont. Euh, Par certains côtés, tous ces problèmes-là sont aussi la rançon des progrès. Il y a 40 ans, on se posait moins de questions parce que les gens survivaient moins. Et donc, les progrès générés expliquent la montée en charge des problèmes. Deuxièmement, on va écouter maintenant des gens qui vont peut-être nous permettre, non pas de faire la synthèse, on la fera à la fin et on vous poserez des questions, nous poserons des questions, mais avec les progrès de la médecine, les progrès de la réflexion, les progrès du droit. S'il n'y a que des progrès, pourquoi y a-t-il donc des problèmes? Or, il semble qu'il y a encore des problèmes. Alors, peut-être que l'exercice auquel on va se livrer maintenant, c'est peut-être de donner la parole à la fois au docteur Philippe Petit, qui va venir de suite sur cette tribune, à M. Molinier, qui va venir de suite sur cette tribune, au père Vespérène, qui va venir de suite sur cette tribune, en faisant attention aux marches, de telle manière qu'on puisse résumer un petit peu, non pas ce qui a déjà été dit, mais puisque beaucoup de choses ont été dites et qu'il subsiste, semble-t-il, encore des situations difficiles, comment ça se fait qu'il y a encore des situations difficiles? Ou bien est-ce que si c'est un problème de prééminence de tel ou tel point de vue, qui c'est qui doit l'emporter? Donc voilà, maintenant, on va d'abord écouter les trois intervenants, mais je propose que la discussion s'anime ensuite avec ce qui a été dit par les uns, par les autres, le point de vue du médecin, le point de vue de l'avocat, le point de vue de M. Marie Dupont, me paraît devoir s'additionner les uns les autres pour qu'on essaie de voir comment on peut aller vers du mieux, puisque le but de la journée, c'est quand même de clarifier un petit peu les choses. Voilà, peut-être qu'on peut prendre le temps de la respiration pour que tout le monde s'installe et que moi je passe la parole à Philippe Petit, en sachant qu'après, la règle du jeu, c'est de vous laisser du temps pour parler et puis qu'après, ça sera interactif, non seulement entre vous trois, mais peut-être avec les gens qui sont dans la salle. Merci Xavier. Donc, alors, le sujet dont il nous est demandé de débattre, c'est juridique et éthique, des approches différentes ou complémentaires. Et puisque vous me demandez de lancer cette discussion, je ne peux pas le faire sans évoquer à nouveau l'affaire Lambert, enfin ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Lambert, qui a occupé le champ de l'actualité et du débat public de façon intense ces dernières années. Et parce que pour l'UNAFTC, donc la représentation des familles à laquelle j'appartiens, j'ai porté cette réflexion et nous avons été intervenants volontaires devant le Conseil d'État dans cette affaire parce que quand elle a fait irruption dans le débat public, quand elle est arrivée devant le Conseil d'État, pour nous, ça a été un peu un tsunami qui nous a percutés. Alors, on avait déjà engagé nos travaux avec François sur les unités EVC-EPR. Et cette affaire est arrivée, d'abord présentée comme un conflit familial. Et effectivement, il y avait un conflit familial très présent, mais aussi comme la problématique d'une personne en état qu'on disait à l'époque post-relationnel. Il a été établi que M. Lambert a été objectivement en état post-relationnel puisqu'il avait été évalué à Liège et que ça avait été confirmé. Donc d'une personne en état post-relationnel pour laquelle on pouvait décider une fin de vie. Et ça, en soi, c'était pour nous quelque chose auquel on n'était pas préparé parce que pour nous, la question de la fin de vie, elle se posait dans les situations aiguës de décompensation, éventuellement en réa ou à l'occasion d'une complication,
mais pas ensuite dans le parcours d'accompagnement quand les fonctions vitales sont à l'équilibre et que le traitement se résume à nutrition et hydratation artificielle. Et donc, on avait dans un premier temps considéré que ça n'allait pas poser beaucoup de problèmes puisqu'on était hors du champ de la fin de vie. La suite a montré qu'on se trompait beaucoup parce que la décision du Conseil d'État a établi que la loi fin de vie concerne tout le monde et qu'il n'est pas nécessaire d'être en fin de vie pour être en situation d'obstination déraisonnable. Désormais, on peut regarder une situation de quelqu'un qui a une problématique de santé importante comme étant, dans le cas particulier qui est le sien, une situation d'obstination déraisonnable. Circonstance tout à fait nouvelle qu'on n'avait absolument jamais envisagée. Par ailleurs, l'arrêt du Conseil d'État a aussi établi que la nutrition et l'hydratation sont des traitements. Alors il y avait eu de longs débats avant sur c'est pas des traitements, c'est des soins nécessaires, ça pallie des fonctions. Aujourd'hui, il y a une jurisprudence du Conseil d'État qui dit ça c'est des traitements, le mode d'administration les caractérise comme des traitements et par conséquent on peut les arrêter en situation d'obstination déraisonnable comme tout traitement. Et puis le troisième point qui est très marquant dans cette décision, c'est que le médecin est seul décideur. Le médecin est tenu à un certain nombre d'obligations, il doit engager une procédure collégiale, mais in fine, c'est lui qui décide et la décision lui appartient. Et donc ça, c'est 3 points majeurs qui ont structuré notre raisonnement depuis et qui ont motivé notre intervention. Parce que aujourd'hui encore, pour nous, il n'est pas des questions subsistent qui ne sont pas résolues. Au sein de notre association, toutes les sensibilités sont présentes. Il y a des gens qui sont en grande souffrance et qui voudraient que ça s'arrête et qu'on ne prolonge pas une situation de vie considérée comme particulièrement douloureuse. Il y en a d'autres qui voudraient surtout pas qu'on envisage quoi que ce soit et que tant que c'est en équilibre, la personne vit, on l'accompagne et elles sont dans la dimension d'accompagnement. Et puis il y en a qui voudraient surtout pas qu'on leur demande ce qu'il y a lieu de faire parce qu'elles ne se sentent pas en capacité de prendre une décision de ce type. Dans les questionnements qui subsistent à l'issue de l'affaire Lambert et qui pour nous, du coup, sont de nature à nourrir le débat, et c'est, je vais me tourner vers mes 2 partenaires, le juriste et l'éthicien, pour éclairer un peu la réflexion autour de ça. Pour nous, aujourd'hui, et pour avoir été présent dans la procédure à tous les stades, il y a une question persistante, en quelque sorte un angle mort de la loi pour les personnes dont on ne connaît pas la volonté. Parce que là, on doit statuer pour autrui sans connaître sa volonté, sans directive anticipée. Et donc, on doit approcher ce que l'on pense qu'aurait été sa volonté en la reconstituant. C'est une complexité particulière. La loi, par ailleurs, fait porter la responsabilité de la décision sur le médecin. On nous dit que le médecin est le seul décideur et qu'il doit l'être en dernier ressort. Nous, on considère que cette problématique-là n'est pas uniquement médicale. Elle est bien autre chose et que tous les proches devraient participer à la décision. Et quand je dis tous les proches, c'est pas la famille, c'est tous les proches. C'est-à-dire tous ceux qui, parce qu'ils ont aimé cette personne, ont une relation avec elle qui fait qu'ils pensent avoir... Excusez-moi. Il faut toujours hydrater la bestiole entre deux. Donc, qui pensent avoir quelque chose à dire de ce qu'elle aurait souhaité pour elle-même, tous les proches doivent être entendus, ceux qui souhaitent s'exprimer, et la solution n'est sûrement pas, comme certains l'ont évoqué, dans une hiérarchie entre les proches. Ça n'a pas de sens. Dans la vie de tous les jours, vous savez bien que la famille est multiple, elle est à géométrie variable, elle est recomposée, enfin elle est tout ce que vous voulez, et il n'y a pas une épouse plutôt qu'une mère, un enfant, un fils plutôt qu'un père. Ça n'a pas de sens. Il faut parvenir à faire émerger une position à laquelle tout le monde peut se ranger.
Donc le médecin seul décideur, pour nous c'est un problème que l'affaire Lambert n'a pas résolu et que la loi dans sa rédaction actuelle ne règle pas. C'est quelque chose qui n'est pas réglé. Et du coup, eh bien, on reste avec nos questionnements sur qu'est-ce qui nous protège des dérives. Parce qu'on voit bien que tout est affaire de circonstances et d'appréciation. Si demain, moi, parce que mon fils va moins bien, il est hospitalisé, je peux me trouver face à un confrère qui me dira « mais ce que vous faites depuis 20 ans, là, c'est de l'obstination déraisonnable. » Et je fais quoi ? Voilà, une première partie de la réponse qui est complexe avec Maître Moulinier. Merci. Bonsoir à tous. Il faut que je parle près du micro, très bien. Alors, je vais m'exprimer en tant qu'avocat au Conseil d'État, ayant suivi de très près l'affaire Lambert, mais pas seulement, j'y reviendrai. L'éthique, puisqu'il en est beaucoup question cet après-midi, m'oblige à vous dire que j'ai été le conseil de l'UNAFTC dans ce dossier en particulier. Je crois que c'est une noble cause qui a été celle de l'UNAFTC, de s'impliquer de manière très active dans un contentieux qui a été le premier. Il a été très emblématique, très médiatisé, mais c'est le contentieux qui a permis au Conseil d'État de poser des jalons, une interprétation de la loi à propos des personnes qui sont en situation de ne pas pouvoir exprimer leur point de vue, leur souhait quant au maintien ou pas de ce que le Conseil d'État a considéré comme un traitement médical. Évidemment, l'éthique irrigue la loi et irrigue le travail des juristes, des avocats et des magistrats qui vont être confrontés à ce type de dossier. Et l'une des vertus de l'affaire Lambert a été, comme cela a été rappelé il y a quelques instants, eh bien, de poser le principe que chaque cas est unique et que chaque cas est complexe. Je voudrais juste vous citer de l'arrêt de principe qui a été rendu par le Conseil d'État dans l'affaire Lambert, cette phrase qui, me semble-t-il, résume bien la situation, que, outre les éléments médicaux qui doivent couvrir une période suffisamment longue, être analysés collégialement et porter notamment sur l'état actuel du patient, sur l'évolution de son état depuis la survenue de l'accident ou de la maladie, sur sa souffrance et sur le pronostic clinique, le médecin doit accorder une importance toute particulière à la volonté que le patient peut avoir, le cas échéant, entièrement exprimée, quelle qu'en soit la forme ou le sens. Voilà, en une phrase, résumer la complexité de la décision qui est prise ici par le médecin, diagnostic médical, environnement, volonté du patient. Vous comprenez bien qu'avec ces éléments-là, la décision du médecin d'une part et le contrôle qui est ensuite exercé par le juge est quelque chose qui est redoutable. Alors, d'une certaine manière, ma présence est un peu, je trouve, une anomalie. La présence du juriste est un peu une anomalie dans ce type de dossier parce que c'est une décision médicale qui, après tout, la plupart des décisions médicales ne relèvent pas du contrôle juridictionnel, du contrôle d'un juge. On avait plutôt pour habitude jusqu'à maintenant de considérer que le contrôle s'exerçait a posteriori sous la forme d'une action en responsabilité pour une décision médicale qui n'aurait pas dû être prise ou a été mal exécutée. Ici, on est dans un contrôle finalement a priori. Au moment où la décision est prise, eh bien, il est possible de la soumettre au juge. Mais il est évident, et c'est pour ça que ma présence est un peu une anomalie, je trouve, c'est que si on va pour une telle décision devant un juge, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans le processus qui a conduit à la décision. Je voudrais vous donner quelques données sur ce contentieux parce que c'est vrai que cette affaire Lambert a cristallisé les passions, a été médiatisée, surmédiatisée.
Ce que je vais vous dire va peut-être vous rassurer, mais finalement, il y a peu de contentieux. Alors, je suis incapable de vous dire combien il y a de décisions médicales d'arrêt de traitement dans des situations comparables. Ce que moi j'observe en tant que juriste, et pour avoir fait à nouveau la recherche récemment, il n'y a en tout et pour tout dans la jurisprudence du Conseil d'État pour l'instant que 10 occurrences, 10 affaires comparables à l'affaire Lambert. Je voudrais vous apporter plus mon témoignage du coup de praticiens ayant eu à suivre un certain nombre de ces 10 dossiers et pointer rapidement, puisque le temps est compté, il y a le temps, très bien, voilà, quand on observe ces dossiers, et pas simplement l'affaire Lambert, parce qu'encore une fois, la surexposition de ce dossier a pu peut conduire à ne pas avoir toutes les données, je trouve, parfaitement entre les mains. Mais qu'est-ce qui peut conduire à la saisine d'un juge que moi je trouve être, encore une fois, une anomalie, parce que pourquoi c'est une anomalie ? Parce que normalement, lorsqu'il s'agit de décider si quelqu'un est dans une situation qui devrait conduire à arrêter un traitement, c'est une décision médicale, c'est une décision qui doit être prise avec la famille et on a du mal à imaginer la place du juge à ce moment-là. Mais quand on regarde dans l'affaire Lambert, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a 2 éléments fondamentaux qui ont conduit à l'enchaînement, qui a conduit à cette multiplication des procédures. La première, c'est qu'au tout début, on l'a oublié, mais une partie de la famille, ceux qui probablement étaient perçus par les médecins comme de nature à s'opposer à l'arrêt du traitement, eh bien, ont été exclus du processus collégial, n'ont pas été associés au processus collégial. Et puis le deuxième élément qui a conduit à l'affaire Lambert, c'est qu'il y avait un désaccord familial, il n'y avait pas de consensus familial sur on est d'accord, on n'est pas d'accord avec l'arrêt d'un traitement. Mais il y a d'autres hypothèses, il y a d'autres dossiers moins médiatiques où quand on regarde ce qui a conduit à la saisine du juge, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un désaccord complet. Et c'est souvent le cas de figure. On voit un désaccord complet de la famille proche et de la famille moins proche sur la décision médicale prise à l'issue de la procédure collégiale. Et quand on creuse davantage, quand on essaye de regarder dans les 10 cas de figure dont je vous ai parlé, qu'est-ce qui a fait que la famille, finalement, a décidé d'aller voir le juge ? Et c'est un propos qui va rejoindre tout ce qui a été dit depuis le début de l'après-midi, il y a un problème de temporalité. À chaque fois, ce qui a conduit la famille à saisir le juge, c'est parce que la décision a été prise très vite, quelques jours seulement après l'accident qui a conduit à la perte de connaissance, qui a conduit les médecins à porter très rapidement une opinion sur est-ce que la situation du patient pourra ou ne pourra pas s'améliorer. Et au bout de 10 jours, constatant que médicalement parlant, il était très probable que les dommages au cerveau étaient trop importants pour imaginer un retour en arrière, les médecins ont enclenché un processus collégial conduisant très vite à une décision d'arrêt de traitement. Et quand la famille vient vous voir à ce moment-là, vous comprenez que ce qui est à l'origine de la possible saisine du juge dans les heures qui vont suivre, c'est l'incapacité pour les médecins et la famille à ce moment-là de communiquer dans une situation où il y a un accident qui vient de se produire, c'est tout proche, et tout d'un coup on a un médecin qui vient vous dire que l'état de santé clinique du patient ne permet pas d'envisager le maintien du traitement médical. Donc il y a un problème de temporalité. Moi je trouve que ces décisions interviennent trop vite et ne permettent pas
un dialogue avec la famille. Je le vois parce que c'est des dossiers qui vont se terminer de la manière suivante. Du coup, on va saisir le juge. Grâce à l'UNFTC, puisque l'UNFTC est allé jusque devant le Conseil constitutionnel, le simple fait de saisir le juge va neutraliser la décision médicale. Elle ne pourra pas être mise à exécution, si je puis dire, tant qu'un juge ne se sera pas prononcé sur sa légalité. Et l'étape d'après, le juge, vous imaginez, le juge, il voit arriver un dossier comme ça, son réflexe, ça va être de quoi ? Ça va être d'ordonner une expertise. Donc on en a parlé tout à l'heure, mais ces expertises, elles sont maintenant systématiques. Les ordonnances sont toujours rédigées de la même manière et ces expertises vont prendre un certain temps. Voilà. Eh bien, les semaines qui vont suivre, dans certains dossiers, on peut quand même constater que ces semaines permettent à la famille de digérer la décision, de la comprendre, de voir si la personne va mieux ou va moins bien. Et dans certains cas, au bout d'un certain temps, la famille finit par comprendre peut-être que c'était la bonne décision à prendre, ou peut-être pas. Mais voilà, le premier sujet que je voulais pointer sur ces questions juridiques et éthiques, c'est le problème de temporalité, pas de précipitation, ça a été dit tout à l'heure, je le redis. Le deuxième sujet très compliqué, parce que très subjectif, et là qui pose des problèmes juridiques et éthiques monstrueux, c'est la reconstitution de la volonté. Le patient n'est plus en état de s'exprimer. Il ne s'est peut-être jamais exprimé sur ce sujet. Et l'aurait-il fait il y a 5 ans, il y a 10 ans, dans un certain cadre, à un certain âge de sa vie? Est-ce que ce qu'il a dit il y a 10 ans vaut vraiment pour la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui? Il n'y a que lui qui peut répondre, et malheureusement, il n'est plus là, ou il n'est pas en état, en tout cas, de le dire. Pour moi, l'affaire Lambert, s'il y a un point qui est très gênant, très perturbant dans la décision du Conseil d'État, elle est surtout là. Pourquoi ? Parce que il n'y avait rien pour reconstituer cette volonté, ou très peu, ou des choses qui étaient un peu embêtantes, parce que comment le Conseil d'État a reconstitué la volonté ? Il s'est fié à des déclarations de l'entourage, proche, très proche, entourage très proche, qui est partie prenante dans le procès qui s'est engagé devant le Conseil d'État pour soutenir la décision médicale. Voilà, le travail de reconstitution de la volonté pose d'énormes problèmes. Comment on le fait ? À qui on donne du crédit ou pas du crédit ? C'est, je trouve, parmi les choses que la checklist très précise que le magistrat doit vérifier avant de valider ou d'invalider la décision du médecin, c'est probablement la chose qui est le plus redoutable. Je passe très vite parce que tout a été dit, le caractère déterminant de l'expertise médicale. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, je ne sais plus qui tout à l'heure a dit que tout était joué finalement dans la façon, c'est vous monsieur, joué dans la façon dont finalement la mission qui avait été confiée aux experts, j'ai cru comprendre que la réponse était dans les questions. Non, la réponse n'est jamais dans les questions de mon point de vue. Il y a une expertise médicale à mener et la plus grosse difficulté qu'on va avoir, j'allais dire dans les petites expertises, c'est-à-dire dans les affaires qui ne sont pas médiatisées. Parce que l'affaire Lambert, l'expertise de l'affaire Lambert, c'est la première expertise, c'est l'étalon. Il y a une expertise médicale, il y a l'opinion de sociétés savantes, il y a tout un corpus qui est mobilisé par le Conseil d'État. Maintenant, dans les petites affaires, c'est pas péjoratif, hein, mais celles où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de journaliste, comment ça se passe ? Eh bien, on désigne, le juge désigne, je vous l'ai dit, systématiquement un expert. Et cet expert, moi, ce que je constate à chaque fois, c'est qu'il va très très vite.
Son objectif, c'est de rendre son expertise dans le mois qui suit, le plus vite possible. Je ne sais pas pourquoi ils se mettent un point d'honneur. Peut-être que le magistrat leur fait savoir qu'il faut aller vite. Et donc, ça se passe toujours de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a une première visite informelle. Le médecin passe de manière un peu informelle. Personne n'est là par le médecin, mais on apprend toujours que le médecin a fait une première visite comme ça un soir. Il est allé un peu se rendre compte sur place. Et puis ensuite, il y a l'expertise proprement dite, qui va durer quelques heures. Et là, la difficulté de cette expertise a été dit, mais quand on ne s'inscrit pas dans la temporalité, il est quand même difficile de mener de manière très satisfaisante une expertise qui cherche à montrer une évolution, une amélioration possible, qui cherche à interpréter des signes. Et là, les familles seraient mieux placées que moi pour parler de ce sujet-là. Voilà. Je pense que de tout ça, même si l'affaire Lambert a conduit le Conseil d'État à fixer un certain nombre de jalons et de règles qui, aujourd'hui, doivent guider l'action du corps médical, l'action des juristes et notamment des magistrats qui ont la redoutable fonction de juger dans certains cas de la légalité de ces décisions. Je pense qu'on n'est pas encore au bout, et que nécessairement, il faudra à un moment ou à un autre qu'on se pose la question de savoir si le texte actuel, tel qu'il est rédigé, mal adapté, parce que pas rédigé pour les situations de personnes qui sont en situation de conscience altérée, c'est important, ça. Ce texte n'a pas été rédigé en pensant à titre principal à ces patients-là, et c'est le Conseil d'État finalement qui a complété la loi, mais je crois que tôt ou tard, il faudra rediscuter de ce processus collégial qui est un processus purement consultatif tel qu'il a été interprété par le Conseil d'État, qui met de côté in fine les familles. Je pense qu'il faudra un moment ou un autre examiner la question de savoir s'il est bien raisonnable de considérer qu'on applique une loi de fin de vie à des gens dont on dit qu'ils ne sont pas en fin de vie. Enfin, il y a un questionnement juridique et éthique qui doit se poursuivre. L'affaire Lambert est aujourd'hui terminée, mais il y aura nécessairement à l'avenir d'autres hypothèses qui conduiront, je pense, encore à des compléments qui seront très importants. Voilà ce que je pouvais vous dire. Bien, je prends la suite. Alors, mes remarques, pour commencer, c'est que je ne parlerai pas directement de l'affaire Lambert. En fait, je parlerai peut-être de ce qu'il y a au plan juridique quand même au cœur de l'affaire Lambert, mais pas directement des jugements qui ont été portés. Alors, au plan, je me référais à un philosophe, et puis, étonnez-vous, le philosophe que je citerai surtout, c'est le philosophe Ricoeur, Paul Ricoeur. Mais mon sujet que j'essaierai de traiter, c'est, on m'a demandé de traiter de juridique et éthique, approches différentes complémentaires. Donc je voudrais réfléchir brièvement avec vous sur l'apport des prises de position éthiques sur le juridique et même le cas échéant sur le législateur, en tout cas sur l'interprétation de la loi. Et donc, prise de position éthique, mais les prises de position éthique, ce n'est pas la prise des spécialistes, de ceux qui enseignent l'éthique. Pour montrer qu'il peut y avoir une influence, eh bien, je voudrais me référer à une autre affaire, mais sortir un petit peu de l'état de conscience altérée, pour revenir à une histoire qui date de 20 ans, l'affaire Nicolas Perruche. Alors, vous connaissez ce qui s'est passé. Madame Perruche craignait d'être contaminée par le virus de la rubéole. Elle subit un examen. Le laboratoire a dit non, vous n'êtes pas contaminée, ou du moins pas contaminée à telle époque dangereuse. Donc, vous pouvez continuer votre grossesse tranquillement.
Elle continue sa grossesse, elle donne naissance à Nicolas, et Nicolas naît atteint de très graves malformations dues au virus de la rubéole, parce qu'il y avait eu une faute du laboratoire. La Cour de cassation, après beaucoup de péripéties, intervient, relève la faute du laboratoire, reconnue, qualifie de préjudice les malformations de l'enfant dues à l'erreur, mais préjudice pour l'enfant, et préjudice dû à la faute, et par un raisonnement positiviste, mathématique presque, conclut au droit à réparation. Mais droit à réparation, non pas seulement de Madame Perruche, c'était pas en discussion, mais droit à réparation de l'enfant Nicolas Perruche, de l'enfant né après l'erreur du laboratoire. Alors, né du fait de... Bon. Seulement, protestation véhémente de beaucoup de gens. La Cour déclarait ainsi que le fait même de vivre pouvait représenter un préjudice, et que donc, préjudice pour la personne, et qu'ainsi une vie pouvait déclarer ne pas mériter d'être vécue, ce qui quand même rappelle de sinistres souvenirs. Donc, vive protestation. Mais je voudrais citer la réaction de Bernard Kouchner, encore lui. Bernard Kouchner, qui présente le projet de loi destiné à empêcher une telle interprétation de la loi. Kouchner affirme « Tous ont dénoncé dans les termes les plus vifs cet arrêt de la Cour de cassation. Le projet de loi est né de cette émotion. Il trouve ses racines dans les valeurs de respect et d'égalité qui font notre civilisation. Il exprime par un ajout à l'article 7 du Code civil notre attachement au respect dû aux personnes handicapées. » Eh bien, cette émotion, cette indignation, Kouchner avait raison, était l'expression de profondes convictions éthiques. Et on peut noter qu'une expression suffisamment vigoureuse de convictions éthiques, mais de convictions éthiques reconnues, enracinées dans notre culture, peut ainsi amener une société à modifier la loi ou à modifier l'interprétation de la loi. Alors, il est vrai que de tels exemples, je ne pourrais pas en citer beaucoup. Mais déjà, vous voyez, il peut y avoir des réactions très vives dans la population et qui se font entendre et qui amènent le législateur même à changer la loi, ou changer l'interprétation de la loi. Bon. Influence donc de la réflexion éthique. Pour en dire quand même quelques mots, reprenant ce qui a été dit par M. Bernard-Marie Dupont, mais en citant d'autres passages de Ricoeur, je dirais que la réflexion éthique porte évidemment sur l'action humaine, les comportements humains, les attitudes humaines, sous un certain angle. Alors, on pourra dire l'angle du bien et des devoirs, si on se situe dans la lignée surtout d'Emmanuel Kant, ou la recherche d'une vie bonne, si on se situe dans la ligne aristotélicienne qu'a prise Paul Ricoeur. Mais donc déjà, il peut y avoir, vous voyez, déjà des lignes philosophiques différentes. Pour Ricoeur, il définissait ainsi la préoccupation éthique, et je pense que c'est clair. Il disait « Ce qui meut une personne qui cherche à interroger son comportement, c'est la visée d'une vie bonne avec et pour les autres dans des institutions justes. » Et il parlait donc de souci de soi, souci d'agir de telle façon qu'on puisse garder l'estime de soi dans son action. Mais ce souci de soi, pour Ricoeur, est indissociable du souci de l'autre. Mais Ricoeur dit attention, attention, et ça vaut bien pour les soignants, attention à ne pas considérer uniquement les relations interpersonnelles, attention aux soignants de ne pas considérer leurs relations avec leurs patients. Ricoeur dit eh bien, il faut également avoir le souci des institutions justes, le souci de la justice dans la société. Donc pour Ricoeur, la vie éthique suppose un engagement
une démarche personnelle, mais attention, il dit que cette démarche personnelle peut être trop subjective, elle peut être finalement marquée par une violence non perçue. Pensons à quelques soignants, ils ne sont pas nombreux, mais quelques soignants qui, pour le bien des patients, des personnes âgées souvent, ont décidé qu'elles seraient plus heureuses dans un autre monde. Et quand même, bonnes intentions, Ricoeur dit, oui. Mais les bonnes intentions doivent être soumises à des normes morales, à des normes éthiques, à de grands principes, à des valeurs, ces réalités auxquelles on attache beaucoup d'importance, qu'on valorise, aux attitudes qui défendent ces valeurs. Évidemment, on insiste beaucoup aujourd'hui sur le respect de l'autonomie des malades. Je ne parle pas de principe d'autonomie, mais de respect des capacités de décision des malades, avec même le souci de promouvoir l'autonomie des malades. Voilà des valeurs importantes en médecine comme ailleurs. Mais la vie est compliquée. Dans les situations difficiles, a priori, on ne voit pas comment agir. On se réfère à des normes différentes. On parle de conflit de valeurs. Et la question, dans ces situations problématiques, comment agir pour respecter au mieux les personnes concernées et leurs droits fondamentaux. Sans oublier le souci d'une justice dépassant les intérêts purement individuels. Alors, pour illustrer ça de manière un peu concrète, puisque notre rencontre parle des états de conscience altérés, et pour illustrer la réflexion éthique, je pense que je peux me référer à une expérience passée, une expérience déjà d'une 30 ans. D'abord, et nous avons été les premiers, avec François Tassot, Marie-Hélène Boucan qui sont là, nous avons été les premiers à nous confronter à cet état énigmatique qu'on appelait à l'époque état végétatif, et surtout état végétatif chronique. Je crois que nous avons eu, en écoutant les médecins d'abord, comme le docteur Tassot, nous avons une première bonne intuition. Attention, de qui parlons-nous? Dans quelle situation sont ces personnes? Attention à ne pas être prisonnier d'étiquettes toutes faites auxquelles, sans réfléchir, on donnerait un sens indu. Et tout de suite, nous avons été amenés, après une première description de l'état de ces personnes, à nous interroger sur le terme de état végétatif. D'où vient ce terme? Nous avons découvert que c'est un terme proposé par des médecins qui, faute de mieux, pour un syndrome déterminé, emploient ce terme état végétatif. Alors ça nous a amené à prendre de la distance. Attention à ne pas tirer des conclusions éthiques ou philosophiques d'un terme technique. Un terme technique a un sens déterminé. État végétatif, ça renvoyait à un syndrome. Il ne disait rien de plus que le syndrome. Et donc, on ne pouvait rien en tirer. Ce qu'on a constaté, c'est que ce terme état végétatif a fait des ravages. Parce qu'on s'est mis à parler de malades végétatifs. On s'est parlé de malades réduits à une vie végétative. On s'est mis à parler de malades entre vie et mort. Bon. Eh bien, je pense qu'on a eu la bonne intuition, mise en garde, et je vois que cette intuition a été entendue. Ensuite, la réflexion a été poursuivie, et je ne sais pas qui a réussi à trouver d'autres termes. Au lieu d'état végétatif qui fait penser à une espèce de sommeil ou même de mort, on a parlé d'état d'éveil non répondant. Vous voyez la différence? Maintenant, ils sont en état d'éveil. Alors, en voyant cette notion que dit François Tassot, d'un commencement de sortie du coma pour parvenir à un état nouveau, mais n'allant pas jusqu'au bout de l'éveil, ou état de conscience minimale. Bon, en tout cas, état de conscience altéré. Autre réflexion que nous avons menée, on dit à partir d'une étude approfondie de la situation de ces personnes,
et en recueillant le point de vue des médecins, des infirmières, des psychologues, des membres des familles, comment réfléchir la question de l'arrêt de traitement. Bon, alors je ne peux pas rendre compte de toute notre démarche, mais nous sommes parvenus à un consensus pour dire que l'état végétatif chronique, tel qu'on disait, dont on a reconnu avec toutes les précautions nécessaires la chronicité, c'est-à-dire la très faible probabilité d'une sortie de cet état. On s'est dit que c'est une situation humaine extrême, et si jamais cette vie en arrivait à s'éteindre spontanément, par un accident médical, un accident cardio-pulmonaire par exemple, la fonction de la médecine n'est pas de relancer la vie dans cet état extrême. Et donc la médecine n'est pas tenue d'employer dans ces situations-là tous les moyens disponibles. Mais ces personnes sont des personnes humaines, nous avons beaucoup insisté sur cela, des personnes humaines dans une situation extrême. Nous avons conclu qu'étant personnes humaines, elles ont le droit d'être accueillies par notre société, à commencer par être nursées, bénéficier de soins infirmiers, maintenus propres, dans un état aussi esthétique que possible, et puis d'être nourries, évidemment, et de bénéficier de traitements médicaux. Mais les médecins qui ont participé à la réflexion, des traitements médicaux normaux, bon, avec chaque médecin ayant cette interprétation. Mais non, ces personnes méritaient qu'on prenne soin d'elles, et ça imposait de maintenir une alimentation et une hydratation par voie artificielle nécessaire, si nécessaire. Toute décision vont être prises en dialogue avec les familles, et tout ceci étant interprété cas par cas, parce qu'il peut y avoir des cas où vraiment, eh bien, même l'alimentation par voie artificielle n'a plus de raison d'être, comme par exemple la fin de vie est vraiment prévue à très court terme. Il n'y a pas lieu à ce moment-là de maintenir tous ces soins. Il s'agit alors là de maintenir des soins de fin de vie, parce que la personne en état végétatif chronique en arrivera un jour aussi à la fin de vie, et donc il faudra la traiter comme une personne en fin de vie. Bon. Eh bien, je crois que nous avons commencé une réflexion. Cette réflexion a été continuée par beaucoup d'autres. Beaucoup de personnes se sont investies. Et j'ai beaucoup admiré, finalement, que finalement, il y a eu cette décision prise de cette création d'unités dédiées à l'accueil et aux soins des personnes en état de conscience altérée. On a parlé de la rédaction de la circulaire de 2002. Je suppose qu'il y a eu l'engagement également de bien d'autres personnes, spécialement dans la région Rhône-Alpes, bien d'engagement pour inventer cette structure d'unité dédiée qui a permis finalement au pouvoir public de généraliser cela. Donc, je crois que la réflexion éthique peut avoir une influence déterminante. Malheureusement, pas toujours sur tous les points. Je lis ce que j'ai marqué. Elle n'a malheureusement pas réussi en 2004-2005 à convaincre le législateur, resté prisonnier d'un regard très négatif sur ce qu'on appelait encore l'état végétatif chronique. Le troisième critère d'obstination déraisonnable, selon la loi Leonetti de 2005, ce troisième critère d'obstination déraisonnable, c'est-à-dire le fait pour un acte médical de n'avoir d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Eh bien, je pense que cet article a été rédigé volontairement, délibérément, de manière à être interprété comme portant en premier lieu
sur le soin des personnes en état végétatif chronique, légitimant ainsi l'arrêt de l'alimentation par voie artificielle. Je pense que c'est écrit dans ce but, mais sans que cela nous soit dit clairement et sans que ce soit débattu le moins du monde au Parlement. Bon, je m'engage dans cette interprétation. Écoutez, je suis persuadé qu'elle n'est pas fausse. Et notamment ayant participé à des auditions, ayant compris quelque chose au moment de ces auditions. Cependant, je crois que la réflexion éthique a fait que le Conseil d'État s'est saisi de cela et que, comme ça a été rappelé, le Conseil d'État a donné une interprétation de cette expression technique, parce que notre effet que le seul maintien artificiel de la vie, je crois que le sens ne vient pas des mots employés. Parce que vient dire le seul maintien, ça n'a jamais été expliqué. Mais prenant cette expression technique, le Conseil d'État demande qu'on introduise d'autres éléments, qu'on prenne en compte d'autres éléments que les effets biologiques du traitement. Il exige de prendre en compte des critères non médicaux et tout particulièrement la volonté antérieure du patient. Je trouve que le Conseil d'État a réintroduit la personnalité du patient, tout en créant alors de nouveaux problèmes, et des problèmes vraiment très difficiles. Donc, je pense que la réflexion éthique peut porter du fruit en éclairant le législateur et les journaux. Seulement, il faut s'engager là-dedans et ne pas avoir peur à exprimer ses convictions dans le débat public. Bon, je terminerai en signalant une source de limite à l'influence d'une réflexion éthique. C'est le pluralisme de nos sociétés démocratiques. Pluralisme qui fait que finalement, il y a les discours éthiques les plus divergents et parfois les moins réfléchis, que ce terme d'éthique est employé à tort et à travers, et en plus, je trouve que se développe une conception individualiste de la vie, peu théorisée, centrée sur des droits individuels, en fait des droits de plus en plus étendus, revendiqués par des personnes appartenant à des groupes sociaux qui réussissent à se faire entendre. Donc, voilà une nouvelle vision de la vie en société, une vision très individualiste. Le respect et les droits des personnes et des groupes sociaux les plus vulnérables risquent d'être moins pris en compte. Mais ça souligne la responsabilité de tous les citoyens en ces domaines. Merci. Là, c'est bon, ça marche. Oui, je voulais simplement apporter quelques petites précisions. Et tout à l'heure, on a dit que peut-être c'était Maître Molinier disait que c'était inédit la situation à laquelle on était confronté. Mais c'était inédit, mais la littérature internationale, depuis des dizaines d'années, nous rapportait des cas, d'abord outre-Atlantique, puis après de plus en plus près. L'un des derniers était Luana Anglaro, là, en 2009, je crois, en Italie. Donc c'était, avant on disait c'est outre-Atlantique, après on disait c'est les pays du Nord. Mais l'Italie, c'est pas franchement dans le Nord. Et donc on voit bien que ces situations, dont certaines qu'on avait bien étudiées avec Marie-Hélène en 90, là, et me montraient que c'était l'affaire Lambert, comme on dit, est un copier-coller de d'autres affaires. Thierry Schiavo, ça ressemble énormément. C'est des désaccords. C'est toujours le même problème. C'est des désaccords. C'est d'abord une famille unie, comme pour M. Lambert. D'abord une famille unie pendant plusieurs années, puis à un moment où on se met à douter, se greffent quelquefois des problèmes d'intérêt divers qu'on passe. Et puis après, il y a
ça passe dans la sphère judiciaire, puis dans la sphère médiatique et dans la sphère politique. Ce qui est particulier à la France, c'est qu'on avait une loi. Alors évidemment, c'était la loi fin de vie. La loi droit des malades et fin de vie. Donc, moi, je pense on peut se demander pourquoi en France, il n'y a pas eu d'affaires comme ça bien plus tôt. Et je me souviens très bien, pour avoir rencontré M. Jennett, Brian Jennett, l'auteur du terme, enfin celui qui a proposé le terme. Et à Londres, il y avait eu des rencontres internationales, et je lui ai parlé plusieurs fois. Et un jour, il m'a dit, alors, docteur Tasso, quand est-ce que la France va s'y mettre? Il voulait dire, quand est-ce qu'il y aura un cas en France? Et ça, je vous dis ça, mais c'était en 2005, hein, peut-être, ou même avant. Et donc je pense que nous, l'affaire Lambert est survenue avec un encadrement législatif. Aujourd'hui, on peut se demander s'il est approprié, cet encadrement législatif. Mais il a sans doute permis de baliser des situations. En tout cas, je crois que les praticiens qui sont là et qui s'occupent de ces situations savent que des applications de la loi Leonetti-Claes, surtout, mais même de Leonetti avant, sont appliquées. On n'entend absolument pas parler. On n'a absolument pas parlé, mais alors bon, j'imagine qu'il y a des procédures collégiales, des décisions, que tout le monde est d'accord, et que voilà, alors on peut dire la loi peut-être a permis ça. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je voulais apporter cette précision. Alors quand on regarde la littérature, notamment aux États-Unis, hein, les affaires, je ne me souviens plus des noms. C'était là où Terry Schiavo, là où le président, comment c'était, Bush, là, avait été revenu un week-end de son ranch pour prendre une décision, voter une loi en pleine nuit pour essayer que la décision ne soit pas prise pour la fin de vie. Et puis, Eluana Anglaros, c'est pareil. Le président, il y a eu un conflit entre le président du Conseil, qui était Berlusconi, et le président de la République, qui était Napolitano, je ne sais pas quoi, enfin un nom que j'ai oublié. Et donc, il y a, quand on lit la littérature internationale, on voit qu'il y avait ça se terminait toujours par une histoire politique, ou du moins ou législatif. Et nous, en France, on avait un matériel législatif. Après, on peut discuter de son utilisation. Pas forcément en écho à ça, mais dans la continuité de la réflexion. Moi, je suis très frappé, touché, intéressé par ce qui a été dit de la temporalité et du temps nécessaire. Et pour avoir eu à connaître un certain nombre de situations de personnes qui étaient confrontées à des prises de décision trop rapides, effectivement, c'est un point de cristallisation et une source de difficultés importantes. Par ailleurs, quand on discute avec des praticiens qui travaillent en unité EVC-EPR et qui ont été amenés à accompagner des situations comme ça, ils nous disent que la plupart du temps, quand on prend le temps, on y arrive. C'est-à-dire que, en fait, ces situations-là, effectivement, on les gère. François, tu l'as dit, il y en a très peu qui sont dans le champ médiatique et juridique, parce que le conflit, une fois installé, devient irréconciliable. Mais dans la pratique, on sait, heureusement, et probablement en étant guidé par l'éthique, aborder ces situations-là avec humilité, modestie, s'écouter,
réfléchir le temps nécessaire, cheminer et finalement aboutir à une décision à laquelle tout le monde peut se ranger. Avec d'ailleurs des points de départ qui peuvent être différents, parce que moi, on m'a raconté des histoires où c'était la famille qui était demandeuse d'un arrêt des traitements et l'équipe qui était réticente et qui ne le souhaitait pas, et l'inverse. Donc tout est possible et toutes ces problématiques-là peuvent émerger. Aujourd'hui, l'idée qu'on s'en fait, nous, à l'association, c'est qu'il n'y a pas de vérité en la matière, il y a de l'humanité et il y a un chemin à trouver. Et ça ne peut passer que par un temps de dialogue et avec une décision collective. Aujourd'hui, les juristes nous opposent qu'il faut que le médecin soit responsable et qu'il endosse la responsabilité. Pour moi, ça relève d'un paternalisme médical qui n'est plus d'actualité. On veut protéger la famille, on veut la protéger de quoi? Est-ce que la vie elle-même protège la famille? Ça n'a pas de sens. De quel droit? En faisant ça, on confisque la décision. La décision, elle doit être partagée et les familles, celles avec qui... Alors, quand on discute avec des familles, tout à l'heure, je disais, il y en a qui disent « je voudrais surtout pas avoir à décider ça ». Ben, ça se respecte. Hein. J'entends parfaitement que la famille puisse dire au médecin, écoutez, docteur, pour moi c'est trop compliqué, je vous fais confiance. Mais que la loi pose comme un principe que le médecin sera in fine seul décideur, il y a un arbitraire qui n'est pas acceptable. Et de ce point de vue, la loi ne protège pas suffisamment, selon nous, les personnes dont on ne connaît pas la volonté. Je ne suis pas sûr que ce soit les médecins qui aient demandé à avoir la décision finale. Hein. Mais bon. Oui, mais ça revient à peu près à la même chose parce qu'on est confronté dans notre pratique à des familles qui souhaitent l'arrêt ou des limites. Ça marchait, oui. Je disais, on est confronté dans notre pratique à des familles qui demandent des limitations. Et là, on est en difficulté quand on a à faire face à ces demandes, parce que effectivement, la reconstitution de la parole ou des souhaits du patient elle est très compliquée et qu'on n'a pas forcément appliquer des décisions de limitation ne fait pas forcément partie de notre éthique, de notre pratique. Et là, on est dans un cadre vraiment très compliqué. Et moi, je trouve que le plus compliqué, il est là pour nous. Et là, la loi, je ne sais pas comment il faut l'appliquer dans ce cas-là. Parce que ça arrive, la question, c'est celle-là. En fait, la question, c'est la loi, comment il faut l'appliquer. Et je suis d'accord avec ce que vous dites. Hein. Je pense que dans un certain nombre de situations, on devrait déporter, externaliser la réflexion, la partager avec quelqu'un qui accompagnerait cette réflexion collective, qui serait un médiateur. Et la question, elle n'est pas ce que veut la famille, c'est qu'est-ce qu'elle pense que la personne concernée aurait voulu pour elle-même. En passant le micro à ma gauche, parce qu'on a interviewé la loi et l'éthique, j'aurais envie de me faire l'écho de ce que les gens simples de la rue souvent ont dit, en voulant d'ailleurs délimiter celui qui allait gagner dans cette espèce d'approche dont on se posait la question, est-ce qu'elle est complémentaire ou est-ce qu'elle est compétitive ou est-ce que, je dirais presque, qu'elle est contradictoire. Quand on dit est-ce que la loi, comment faut-il appliquer la loi, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'un certain nombre de gens aimeraient que la loi dise tout pour ne précisément plus se poser la moindre question? Et donc, est-ce qu'une des questions, c'est de savoir si le fait d'avoir une bonne loi permet d'éviter de se poser des questions? Voilà, c'est ça qui... Je vous poserai une interprétation de la loi Leonetti, parce que j'ai critiqué vertement un tiers de ligne de la loi Leonetti, qui est capitale pour la question qu'on ne pas. Dans l'ensemble, je considère que la loi Leonetti de 2005 est quand même une loi qui a rendu grand service.
Mais beaucoup de médecins disent, mais nous ne connaissons pas la loi, nous ne la comprenons pas. Je me suis dit, comment se fait-il? Elle est simple, elle est simple. Je me demande si on n'attend pas de la loi qu'elle dicte la décision dans les cas particuliers, dans les cas singuliers. Or, la loi le dit précisément, ne dicte pas la décision. Voyez si le traitement est utile, voyez s'il est disproportionné, et puis le troisième critère. Et donc, il y a toujours un jugement, et c'est vrai dans toute la vie, il peut y avoir des lois, il peut y avoir des recommandations éthiques, ce sont des recommandations plus ou moins générales, mais toute décision est toujours singulière, et toute décision engage la responsabilité de celui qui décide. Donc la loi ne décide pas dans les cas singuliers. Ben oui. Oui, s'il vous plaît. Alors moi, je ne suis pas du tout professionnelle, je suis juste la maman de Sacha qui a été accidenté lors de ses vacances au mois d'avril en Thaïlande. Et il a été opéré donc d'urgence 3 fois là-bas. Il nous est revenu, on l'a rejoint, on est revenu avec lui sur rapatriement et il est suivi dans l'unité du professeur Vérin. Il a perdu les 3/4 de la vue, la parole bien évidemment. Il est hémiplégique, il est sourd d'une oreille. Et bon, là, on commence à nous parler de l'orienter dans une unité dédiée. Mais pour le coup, c'est vrai que Sacha, il était très sportif. Et là, on voit que en rééducation, ça commence à marcher super bien. Il sourit, il nous reconnaît. Donc, on nous avait annoncé un Sacha dans un état dramatique. Et puis là, on s'attache super à notre Sacha d'aujourd'hui. Et puis, quand il a été question de cette question d'éthique, son papa, lui, était contre le fait qu'il fallait arrêter tout acharnement. Moi, j'étais contre. Lui était pour qu'on continue. Moi, je voulais pas d'acharnement parce que je me disais, mais s'il y a infection, comment on va retrouver Sacha? Enfin, mais c'est dramatique pour des parents de se poser cette question parce que là, on est 2 parents opposés. Et peut-être que c'est le papa de Sacha qui a raison. Peut-être est-ce moi si Sacha a une infection demain. Eh bien, on s'en remettra jamais parce que, voilà, là tout à l'heure, j'apprends que quelquefois c'est une question d'argent. Ça effraie. C'est hyper effrayant. Ouais, je repars complètement démunie de ce colloque. Ouais. Ouais, il faut penser aux parents, ouais. Il n'y a pas de certitude ni de vérité en la matière. Je suis papa aussi, je l'ai dit, et donc j'ai une position qui est un petit peu différente et par ailleurs j'ai une action qui a porté une position collective qui était celle qu'on a voulu défendre. Je continue de penser aujourd'hui qu'il n'y a pas de vérité a priori. Tout est question de situation au moment où la question se pose. Et la première chose qu'on doit aborder, c'est est-ce que la question se pose? C'est-à-dire, est-ce qu'il est question aujourd'hui d'arrêter quoi que ce soit? Dans ce que vous décrivez, votre fils, il semble même au-delà de l'état post-relationnel. Et donc, ce qu'on appelle plutôt une situation de handicap sévère. Et donc, est-ce que la question de l'accompagnement et de l'arrêt éventuel de l'accompagnement se pose? Si demain, il fait une affection grave et qu'on se dit, est-ce qu'il faut l'admettre en réa? Est-ce qu'on va lui faire subir une trachéotomie, une intubation, enfin, tout ce qui peut être mobilisé comme geste de réanimation?
ça va devenir, dans ce contexte-là, une question qui sera légitime de se poser. Et là, vous aurez à dire, d'abord, si vous voulez participer ou pas à la décision. Et ça, c'est éminemment respectable et c'est individuel. En dehors de ça, la question, elle ne se pose pas. La seule question qui se pose, c'est comment on l'accompagne au mieux dans la situation qui est la sienne aujourd'hui. Parce que sinon, arrêter sa vie, ça veut dire le tuer. Parce qu'il nous a dit que c'était une question d'éthique et qu'à un moment donné, voilà, s'il fallait qu'il aille en réanimation, quel était notre souhait. Et après, il a dit, mais de toute façon, on en tient compte, mais ce sont les médecins qui, collégialement, prendront ces décisions. C'est normal qu'il aborde avec vous pour anticiper quelque chose qui pourrait advenir, mais qui n'est pas prévisible et qui n'est pas certain, pour éviter d'y être confronté dans l'urgence et de devoir prendre des décisions sous la pression et dans un contexte de difficulté tel qu'on l'a décrit, ce qui est le plus difficile. Et donc, le fait d'avoir participé à une anticipation de ce qui pourrait se passer, ça permet de se projeter. Certaines familles peuvent dire à ce médecin, moi, vous faites tout ce qui est possible le plus longtemps possible et rien d'autre. D'autres peuvent dire, moi, surtout pas d'acharnement. Si, pour une raison quelconque, ça va plus mal à un moment donné, on le soulage, je ne veux pas qu'il souffre, mais je ne veux pas de gestes excessifs qu'on pourrait considérer comme de l'obstination déraisonnable. Tout ça s'entend et tout ça doit être respecté. Ce qui aujourd'hui, de notre point de vue, pose problème dans la loi telle qu'elle est formulée, c'est qu'on a érigé la volonté du patient comme étant la référence. Soit, aujourd'hui, nos contemporains veulent choisir leur mort. Soit, la mort, c'est quand même l'arrêt de la vie, hein, mais bon, aujourd'hui, il y a une espèce de fantasme qui vaut mieux une bonne mort que certaines vies. Pourquoi pas? Tant qu'on parle pour soi-même, après tout, pourquoi pas? Directive anticipée, personne de confiance, très bien, chacun son chemin. Mais quand on parle pour quelqu'un dont on ne connaît pas la volonté, alors comment on fait? Comment on fait? Qu'est-ce qui dit que cette personne-là ne doit plus vivre? Qu'est-ce qui dit que c'est plus tout à fait une personne ou si quand même? Et comment on fait pour dégager une décision? Eh bien, on commence. D'abord, il faut mettre tout le monde autour de la table, et puis il faut aller doucement, et puis il faut se dire, il faut aborder les sujets un par un, c'est-à-dire, est-ce qu'on est en situation d'obstination déraisonnable et qu'est-ce qui nous amène à le considérer dans le cas particulier qui est le sien? Si la réponse est oui, alors il y a 3 critères aujourd'hui qui font jurisprudence, c'est soit inutile, disproportionné, ou n'ayant d'autre but que le maintien artificiel de la vie, le seul n'ayant pour seul but le maintien artificiel de la vie. Et celui-là est le plus difficile à interpréter, c'est ce qu'on a dit. Si on répond positivement à la question, on peut considérer qu'il s'agit d'une situation d'obstination déraisonnable, alors on est fondé à envisager un arrêt des traitements qui conduira au décès et mettre en œuvre une procédure de sédation qui empêchera toute forme de souffrance. Si on ne procède pas comme ça, on est dans l'arbitraire, l'injustice, et en dehors des situations où le pronostic vital est engagé, ça me semble compliqué de se demander qui doit vivre ou mourir. Mais la vie donnée en amont. Merci. Oui, je disais peut-être pour rassurer les familles, dites-moi bien si je me trompe, mais leur avis qu'ils vont exprimer en amont d'une décision qui peut-être devra être prise en cas de dégradation ou de problème médical, c'est un avis, comme on l'a dit, qu'ils vont exprimer à un instant T. Et si ce moment arrive, leur avis sera bien évidemment révisable, il me semble. C'est-à-dire que ce n'est pas engageant non plus. C'est un... Voilà. D'ailleurs, ce n'est pas des directives anticipées au sens légal, parce que les directives anticipées, c'est ce qu'on décide pour soi-même. Donc, c'est une réflexion anticipée.
et c'est un avis à un moment donné. Ça a surtout pour objectif de partager une réflexion pour se projeter. Oui, moi je suis contente de pouvoir poser ma question à des personnes qui réfléchissent beaucoup au sujet, parce que dans ma pratique médicale, je suis maintenant très ennuyée. La loi Leonetti, je la comprends et je trouve qu'elle est une bonne loi pour ce qui est d'une fin de vie. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais lorsqu'une famille me demande une euthanasie active? Donc elle me l'a demandé avant l'affaire Vincent Lambert. Donc j'ai pu dire non, ce n'est pas possible en l'état actuel des choses, et considérer que l'hydratation et la nutrition, moi j'avais à cœur de les continuer et je ne pouvais pas les arrêter dans la situation. Maintenant qu'on a pu considérer que ces traitements étaient déraisonnables et qu'on les a arrêtés, qu'est-ce que je peux dire à une famille qui me demande justement l'arrêt d'une vie alors qu'on n'est pas du tout en phase palliative ou en fin de vie? Et je dirais que jusqu'à présent, je n'avais pas particulièrement de difficultés quand quelqu'un faisait une aggravation ou on sentait que son état ne surmontait pas un incident médical aigu. Je reprenais la discussion avec la famille, discussion que j'avais toujours à l'admission dans le service. Donc je reprenais la discussion et je disais, on va voir si avec des moyens simples, on peut passer cet événement, et sinon, on sera symptomatique et on fera tout ce qu'il est nécessaire pour que la personne puisse partir dans de bonnes conditions. Donc je n'avais vraiment pas de soucis particuliers, mais à l'heure actuelle, je ne sais plus quoi répondre à ces familles. Eh bien, sur ce point, la loi reste la même. C'est-à-dire que la loi donne une marge de manœuvre aux médecins pour essayer de voir, avec le patient si possible, avec la famille, quel est le traitement le plus adapté à la situation. Et il arrive souvent qu'il vaille mieux arrêter certains traitements, pas forcément tout traitement. Mais donc, le médecin a beaucoup de latitude pour décider du traitement souhaitable. Mais s'il arrête des traitements parce qu'il trouve que ces traitements ne sont pas justifiés, si le patient continue à vivre, il faut dire à la famille que vous essayez d'aider le patient à vivre ses jours le mieux possible. Vous avez des antalgiques s'il y a traitement de la douleur, vous avez des anxiolytiques en cas de grande angoisse, mais vous avez à soigner. Mais la société ne donne pas le droit de mettre fin à une vie. Et ça, il faut le dire aux familles. Moi, je voudrais donc d'abord dire que je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Moi, en 40 ans, on ne m'a jamais demandé d'arrêter l'hydratation et l'alimentation. Par contre, nous avons géré des fins de vie de personnes qui étaient donc en état non répondant et de façon assez prolongée. Alors, je voudrais revenir aussi sur la temporalité. C'est-à-dire que lorsque la personne est stable et qu'elle n'a comme traitement, puisque ça s'appelle maintenant un traitement, l'hydratation et l'alimentation, qu'est-ce qu'il prend comme idée à quelqu'un 5 ans après, comme dans le cas par exemple de Vincent Lambert, de dire bon bien, voilà, ça, il a assez vécu, maintenant on va arrêter l'alimentation et l'hydratation. On convoque la famille dit ah oui, c'est vrai qu'il n'aurait sûrement pas voulu vivre comme ça. Enfin, c'était 5 ans après. Pendant 5 ans, il a vécu comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette temporalité comme ça du jour au lendemain? Bon, alors on peut trouver une relation, c'est qu'il est arrivé en soins palliatifs. Jusque-là, il n'était pas en soins palliatifs. Donc en soins palliatifs, la dynamique, moi je respecte beaucoup les soins palliatifs, je trouve que ils fonctionnent très bien, mais je crois que leur projet d'accompagnement n'est pas du tout le projet, par exemple, des unités VCEPR qui, elles, ont un projet de vie, d'accompagnement pour la vie la meilleure. Donc, si on reprend cette affaire,
si vous voulez, c'est tombé comme une chape de plomb sur toutes les unités EVC-EPR. Est-ce qu'un jour, sur le seul fait que la personne est considérée comme végétative, on va décider du jour au lendemain de dire on arrête cette vie et on arrête l'alimentation, l'hydratation et on va jusqu'au bout. Tant qu'à faire, on fait la sédation profonde jusqu'à la fin de la vie. Donc, si vous voulez, ça a été extrêmement déstabilisant pour les unités VCEPR et aussi pour les familles qui se demandaient si, du seul fait que la personne soit diagnostiquée végétative, puisque c'était comme ça qu'étaient interprétées les expertises, la question posée était « Monsieur Lambert est-il végétatif ?» Si Monsieur Lambert est végétatif, alors il ne mérite pas de mourir 5 ans ou 6 ans après. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est l'expérience de la concertation collégiale. La concertation collégiale à laquelle j'ai assisté en tant que conseil des parents, donc d'abord la famille n'est pas là, elle a été rencontrée par le médecin avant, mais par contre, au moment de la concertation collégiale, la famille n'est pas là. Elle peut se faire représenter par un médecin. Le problème, c'est que le médecin qui a pris sa décision, parce qu'il faut être clair, quand un médecin déclenche une concertation collégiale, c'est qu'il a pris sa décision. Donc il a le droit de se faire assister par une personne qui est étrangère au service. Mais bien entendu, imaginez qu'il l'a choisi en fonction de sa décision qu'il a déjà prise. Donc la concertation collégiale ne permet pas qu'il y ait discussion. On ne doit pas discuter. On est là pour écouter, c'est tout. Et le médecin est là pour écouter tout ce qui va se dire. Mais il n'y a pas de débat. Dans une expertise contradictoire, il y a un débat. Mais là, il n'y a pas de débat. Donc on est là, on assiste et on entend ce qui se dit autour. Et le médecin donc, qui dirige la concertation collégiale écoute ce que disent les uns et les autres et il réserve sa réponse pour après. Voilà. C'est pour dire quand même que s'il y avait une certaine contradiction, ça serait quand même intéressant parce que ça pourrait faire changer d'avis certaines personnes qui, par exemple, sont engagées dans ce désir, dans cet accompagnement de fin de vie. Voilà, donc il y a quand même des choses qui sont quand même difficiles à vivre dans ces situations. Alors, je voudrais dire un mot et je vous laisse la parole. Il est bien clair dans la décision du Conseil d'État qui dit que ce n'est pas une raison suffisante que quelqu'un soit dans un état de conscience altérée, ce n'est pas une raison suffisante pour arrêter l'alimentation, fût-ce par voie artificielle. Ce n'est pas une raison suffisante. C'est marqué noir sur blanc. Moi, je voudrais sur l'inquiétude, madame, que vous avez exprimée tout à l'heure, je crois que jamais la loi ne pourra être parfaite, tellement il y a à apprécier une situation individuelle telle que le Conseil d'État l'a définie, avec sa subjectivité, avec cette reconstitution de volonté. Alors on peut voir les choses de manière très négative. Moi, je propose de les voir un peu entre les deux, c'est-à-dire de voir que à chaque fois qu'il a fallu aller voir un juge parce qu'il y avait un désaccord dans la famille, un désaccord entre certains, il s'est toujours trouvé un juge pour apprécier une situation, et je crois que le juge a un rôle qui est très important ici. Mais il est évident que pour que cette loi fonctionne bien, il faut qu'il y ait une certaine relation possible avec le corps médical. Toutes ces affaires, je l'ai dit tout à l'heure, sont devenues des affaires parce qu'à un moment ou à un autre, il y a eu une cristallisation, soit entre la totalité une opposition entre la totalité de la famille ou une partie de la famille avec le corps médical. Je l'ai encore vu cette année dans 2 dossiers. Un dossier, le point commun entre les 2 dossiers, c'est que très vite, le médecin a pris une position et il n'a plus voulu en démordre. Il a d'ailleurs coupé le contact, les médecins, puisque ce n'étaient pas les mêmes, il a très vite coupé les contacts avec la famille. La famille a enclenché des procédures juridictionnelles. Les familles ont engagé des procédures juridictionnelles. Et dans l'un des 2 cas, le juge a été conduit à considérer que le médecin s'était trompé, que
l'expertise qui avait été ordonnée par le juge révélait que la situation n'était pas si désespérée que celle-là. Et cette personne, aujourd'hui, a été transférée dans une unité spécialisée. Donc, il faut un peu faire confiance aussi à la justice. Tout n'est pas sombre, mais je crois que vraiment la clé essentielle, c'est les relations qu'il peut y avoir, que le corps médical va chercher à avoir ou à ne pas avoir. Je termine par ça, mais dans l'un des 2 dossiers que j'ai vu passer cette année, il a été très clairement dit par le corps médical 10 jours après l'accident, et donc le processus collégial s'est engagé très très vite, que de toute façon, vous ne vous rendez pas compte déjà la chance que vous avez en France, aux États-Unis, le problème serait réglé depuis bien longtemps. Vous voyez, c'est des choses comme ça qui sont inadmissibles, qu'on devrait pas entendre. Mais la loi, avec les critères qui sont posés par la jurisprudence et par le Conseil d'État, constitue déjà quand même un garde-fou qui mérite d'être pris en considération. Voilà, c'est l'heure de la conclusion. Est-ce qu'on pourrait être dérisoire et faire de l'humour dérisoire? Parce que dans les revues psychologiques, on accorde juste une pensée positive aux plantes, on parle aux plantes, on parle aux végétaux, et puis on ne parle pas à nos blessés. Donc on va faire la conclusion. Nous, on ne va pas bouger pour ne pas prendre de temps. Et Émeric va nous faire la conclusion. Merci Corinne pour ce... Mais effectivement, vous avez raison, puis ça va de plus en plus. Enfin, moi, je ne parle pas à mes plantes, mais je les respecte.